LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Le diesel, invisible à l'œil nu, il est détectable par ces appareils qui analysent l'air de nos villes. Toutes les heures, vous avez une petite tache noire qui montre les particules qui ont été absorbées par l'appareil. Depuis 1995, la proportion de voitures diesel en France a été multipliée par 2, entraînant une augmentation importante de particules fines dans l'air. En 2016, 1,4 million de franciliens qui sont exposés au-delà des valeurs limites. Problème, les particules transportées par le diesel ont des conséquences graves sur la santé. Il y a des gens qui meurent de problèmes cardiaques à la suite de la pollution. Et malgré les alertes des scientifiques depuis plus de 20 ans et les trucages des émissions polluantes par les constructeurs, les pouvoirs publics peinent à réagir. Le rattrapage de l'écart entre le diesel et l'essence correspond à l'intérêt des consommateurs, ce qui n'est pas forcément l'idée la plus répandue dans le débat public. Le diesel, un scandale sanitaire, c'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Nous sommes ici dans la Maison du Poumon, la Fondation du Souffle, un cadre idéal pour parler du diesel. Avec cette question qu'on pose aujourd'hui, est-ce qu'on va vers un scandale sanitaire? Est-ce que ceux qui diabolisent ce carburant aujourd'hui ont des raisons, des bonnes raisons de le faire? On le saura. On le saura avec précision à la fin de cette émission grâce à vous. Bonjour Thomas Bourdrel. Bonjour. Vous êtes radiologue. On regarde votre portrait. À tout de suite. Thomas Bourdrel est médecin radiologue à Strasbourg. En 2014, il crée le collectif Strasbourg Respire. Son combat, s'attaquer aux idées reçues sur la pollution de l'air et faire comprendre que ses conséquences sur la santé ne se limitent pas à l'asthme ou aux allergies. Car selon l'OMS, 3/4 des décès liés à la pollution sont liés à des maladies cardiovasculaires. Merci encore d'être avec nous, Thomas Bourdrel. Vous êtes donc radiologue à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux méfaits du diesel ? Déjà aux méfaits de la pollution de l'air en général, en découvrant beaucoup plus de cancers du poumon en ville chez des non-fumeurs que ce que j'avais l'habitude de voir. Et cela a été confirmé par une étude qui a été faite à Strasbourg qui a montré que la pollution de l'air était responsable d'environ 10% des cancers du poumon. De quoi parle-t-on quand on parle de la pollution de l'air? Il n'y a pas que le diesel dont on va parler en particulier aujourd'hui, il y a des tas d'éléments. Il faut distinguer les particules fines, notamment les particules diesel, et les gaz. Ce qui actuellement pose le plus de problèmes en termes de santé publique, ce sont les particules fines, et dans les gaz, ce sont les oxydes d'azote. Dans la pollution de l'air, il y a qu'on respire en ville. Il y a les industries, il y a le chauffage aussi. Oui. Il y a effectivement tout ce qui est la part du carburant, qui est sans doute la plus importante. Vous me le confirmez, dans la pollution de l'air dans les villes. Oui, il y a des variations en fait en termes de sources. En ville, le trafic va représenter jusqu'à 50% des particules fines et le trafic est jusqu'à 60% des oxydes d'azote. Si vous allez dans la vallée de l'Arve, le chauffage au bois en hiver va devenir une des sources majoritaires. Donc ça va dépendre de la saison et du distinguo ville ou campagne. Ce qui est certain, c'est que le diesel reste une source constante d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote, et surtout en ville. Alors, de quoi parle-t-on, si vous me permettez, quand on parle du diesel? Petite fiche technique, tout de suite, regardez. Quand on met du diesel dans une voiture, le gazole est ensuite mélangé à de l'air. Ce mélange comprimé et chauffé repousse le piston, le moteur tourne et des gaz d'échappement sortent de la voiture. Ces gaz d'échappement contiennent du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote, les NOx. Ce sont des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, des gaz dont les émissions ont été truquées par des fabricants de voitures. Mais ce n'est pas tout.
En plus des gaz, des particules ultra fines sortent également du pot d'échappement. Ces particules transportent à leur surface des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP. Leurs effets toxiques sur la santé humaine sont prouvés. La plupart des HAP sont des cancérogènes avérés, responsables de pathologies pulmonaires et cardiovasculaires. Thomas Bourdrel, vous nous avez dit le plus dangereux, ce sont les particules fines émises par le diesel et c'est cela peut-être notre principal ennemi en ville. Dites-moi tout de suite ce qu'il faut penser alors des particules fines qui ont été relevées très récemment sous nos pieds dans les villes, par exemple dans le métro. On a dit que là on respirait encore plus de particules fines qu'à l'air libre. Alors, il faut savoir et là, il n'y a pas de voiture souterrain. Il faut savoir que la pollution en particules a changé. Avant, est-ce que l'on mesure encore? On mesurait les plus grosses des particules, ce qu'on appelle les PM10, qui sont les particules grosses. Ensuite, il y a les PM2.5 qui sont les particules fines, et il y a celles encore en dessous qui sont les ultra-fines. Les ultra-fines sont les plus dangereuses? Ce sont les plus dangereuses car elles vont pénétrer en profondeur dans l'organisme, elles ne s'arrêtent plus au poumon, elles passent dans votre système sanguin, et de là vont pouvoir gagner tous les organes de votre corps, et surtout le système cardiovasculaire. Et on sait maintenant que ces particules ultra fines génèrent des maladies cardiaques, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, ce qui n'était pas le cas de la pollution il y a plusieurs dizaines d'années. Et il faut savoir que ces particules ultra fines, ce n'est pas quelque chose de rare. 90% des particules qui sortent d'un véhicule actuellement, combien? 90% sont des particules ultra fines. Et elles peuvent aussi, sauf erreur, générer ou en tout cas contribuer à l'émergence de maladies comme Alzheimer et Parkinson? Tout à fait. Elles vont passer sur tous les organes, y compris dans le cerveau, soit par le système sanguin, mais également directement par ce qu'on appelle la lame criblée, c'est-à-dire que vous respirez, il y a une communication via cette lame criblée qui les fait communiquer directement dans votre cerveau. Et c'est à l'origine de maladies ce qu'on appelle neurodégénératives. C'est bien prouvé. Le plus inquiétant, c'est que ces particules ultra fines, ça a été démontré par l'INSERM, elles traversent le placenta et elles passent dans la circulation du fœtus. Ces particules entravent la circulation artérielle du fœtus. Donc les enfants sont moins alimentés, donc grandissent moins et grossissent moins. Vous diriez que c'est le polluant le plus toxique auquel est exposé notre organisme en ville aujourd'hui? Actuellement, les particules ultra fines, oui, c'est ce qu'il y a de plus toxique. Presque aucun organe, semble-t-il, échappe à... Non, on en retrouve dans le foie aussi, on en retrouve dans tous les organes, et c'est vraiment l'enjeu de santé publique. Et il y a une grosse modification de conscience, puisque avant, c'est pour ça que les pneumologues étaient les principaux responsables de la pollution, parce que les particules étaient plus grosses, donnaient surtout des maladies respiratoires. Mais maintenant, comme tous les organes sont atteints, il y a vraiment tous les spécialistes de santé qui doivent être alertés. Et en particulier les cardiologues. Alors justement, pour revenir à la pollution en ville en général et le diesel en particulier, je vous propose de voir à quoi nous sommes exposés, comment c'est mesuré et comment c'est pris en charge en partie à l'hôpital par ce reportage de Sébastien Avila. Pas de nuages de fumée, et pourtant elles sont bien là. Ces petites particules émises par les moteurs diesel. 24 fois moins épaisses qu'un cheveu, les particules fines PM2.5 font moins de 2 microns et demi. Invisibles, mais détectables par ces capteurs. Il en existe plus d'1 millier en France. Placés un peu partout dans les grandes villes, ils enregistrent leur présence régulièrement et par le biais de cette machine, en évalue la densité sur des bandettes en papier. Toutes les heures, vous avez une petite tache noire qui montre les particules qui ont été absorbées par l'appareil. Donc on voit qu'en fonction des heures de la journée, ça peut varier. Là, on était tôt le matin, il y avait peu de pollution, puis il y a le trafic qui arrive, et en fin de journée, on a des niveaux qui restent élevés. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la concentration de particules PM2.5 ne devrait pas dépasser en moyenne les 10 microgrammes par mètre cube. Or, comme en témoigne cette carte, ce n'est pratiquement jamais le cas. À Paris, comme dans d'autres grandes villes, le niveau moyen annuel atteint les 20 microgrammes par mètre cube. Et ce, à l'échelle de presque toute la région Île-de-France. Il faut voir, c'est que le problème ne se limite pas au périphérique, mais il est bien à l'échelle de l'ensemble des grands axes et du centre de l'agglomération. Et on a évolué en 2016 à 1,4 million de franciliens qui sont exposés au-delà des valeurs limites. Une pollution majeure,
occasionnée par le rejet dans l'atmosphère de résidus issus de la combustion du gazole dans le moteur. Résidus très légers, mais capables de pénétrer profondément dans les poumons. Voilà à quoi ressemblent ces particules. Une chaîne carbonée où se fixent des molécules minérales, des métaux lourds et des hydrocarbures imbrûlés. Une fois passées dans le sang, elles peuvent atteindre différents organes. Pour les scientifiques, cette présence n'est pas sans conséquences. Elle aurait un impact très négatif sur la santé. On sait très bien que la pollution a un effet à court terme et à long terme sur le cœur. Il y a des gens qui meurent de problèmes cardiaques à la suite de la pollution. Ce qui, bien évidemment, a un impact sur l'espérance de vie. Les scientifiques estiment que les personnes exposées perdent au moins 6 mois d'espérance de vie. En France, ces pollutions causeraient la mort prématurée de 48 000 personnes chaque année. Résultat, de plus en plus de Français se plaignent de bronchite chronique, d'asthme et d'infections pulmonaires. À l'exemple de Catherine, ils sont de plus en plus nombreux à être suivis pour des difficultés respiratoires. Voilà, je vous en prie, installez-vous dans la cabine, je vais tout vous expliquer. Le premier exercice, vous mettrez l'embout et la pince. Vous commencerez à respirer normalement. Ensuite, je vous demanderai de gonfler. Vous remplirez les poumons au maximum en une seule fois pour ensuite souffler et vider jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout d'air dans les poumons. D'accord? Oui. Allez-y, je vous laisse mettre l'embout et la pince. Voilà, vous allez gonfler au maximum. Soufflez. Prenez le temps de bien vider, rentrez le ventre. Allez au bout du bout. Encore une fois, respirez normalement. Voilà, très bien, gonflez. Souffle. Très bien, videz longtemps. Tenez bon, tenez bon. Très bien, respirez. L'examen de Catherine met en évidence une irritation des bronches sans gravité immédiate. Ses fonctions pulmonaires sont néanmoins réduites. Quand il y a des pics de pollution, qu'est-ce que vous ressentez de particulier? Eh ben, des irritations, davantage d'irritations dans la gorge, des mucosités qui coulent dans l'arrière-gorge, des séries d'éternuements. Je trouve que je suis toujours un peu essoufflée, rien que quand je monte mon escalier pour aller à l'étage. Pas de pathologie potentiellement grave pour le moment, mais surtout les séquelles de bronchite à répétition. La pollution a des effets qu'on appelle oxydants. Donc en fait, ça va produire une inflammation au niveau pulmonaire, dans les bronches, et cette inflammation est déjà quelque chose qui va favoriser les infections. Malgré ces alertes, la France reste à la traîne pour réduire ses émissions en dessous de 10 microgrammes par mètre cube. Et le risque sanitaire est toujours présent. Alors Thomas Bourdrel, mais est-ce que vous avez des certitudes scientifiques des méfaits du diesel? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme preuve à nous apporter? Nous, médecins, quand on regarde la littérature, il y a énormément d'articles scientifiques publiés. Il y en a plus d'une centaine depuis maintenant au moins 30 ans, et qui démontrent tous des effets sur la santé de la pollution de l'air, notamment du diesel. Et il y a énormément de travaux nord-américains qui ont publié dans les plus grosses revues internationales, qui ont montré vraiment les particules diesel attaquer le cœur de façon très significative. Juste là, un schéma, par exemple, où on voit des rats, des artères de rats, 3 rats, qui sont exposés. Alors il y a 3 rats différents là. 3 rats différents. Oui, voilà. La première colonne ici à gauche, ce sont des rats qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air filtré sans particules. Et la colonne ici, ce sont les mêmes rats mais qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air chargé en particules diesel. Là, si on les laisse encore 6 mois de plus, l'artère est bouchée. Si c'est l'artère qui va au cœur, ça vous donne un infarctus. Si c'est l'artère qui va au cerveau, ça vous donne un accident vasculaire cérébral. Alors on nous dit qu'il y a diesel et diesel. Thomas Bourdrel, qu'il y a les vieux diesels et les diesels, entre guillemets, propres. Ça peut peut-être vous faire sursauter, mais c'est comme ça qu'on nous le vend. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux diesels et ceux, effectivement, qui sont, par exemple, qui ont des capacités de filtrage plus importantes? Alors, bien sûr que les vieux diesels sont les plus nocifs. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le problème, c'est qu'une grande partie du parc automobile actuellement est composée de ces vieux diesels. Mais de là, l'énorme majorité. Voilà. Mais de là à dire que le diesel propre existe, ça c'est complètement... Pour vous, c'est une confusion, c'est même de la désinformation. C'est un mensonge, je dirais même. Ouais. C'est un mensonge. Oui. On vous dit que les filtres vont filtrer 99% des particules. Oui. Déjà, c'est réalisé sur des conditions en laboratoire.
Si vous voulez mesurer sur un diesel qui va accélérer, sur un moteur en ville par exemple, même les constructeurs vous disent qu'un diesel n'est pas conçu pour rouler en ville. Alors ce qu'on dit, c'est que le diesel qui roule, qui fait énormément de kilomètres dans l'année, il pollue beaucoup moins que le diesel en ville qui, lui, finalement restera toxique. Voilà, c'est pour ça que moi je suis là vraiment pour dire qu'il y a un problème spécifique du diesel, mais en ville. Si on gardait le diesel pour les longs trajets, quelque part ça poserait peu de problèmes. Donc c'est faux de dire que même les diesels récents ne polluent pas. Pourquoi? Parce que ce qui sort, ce sont des particules ultra fines. Même s'il en sort moins, il en sort quand même. Et on a vu que ces particules ultra fines, elles touchent tous les organes, c'est les plus nocives. Pourquoi elles sont nocives? Parce qu'à leur surface, elles vont contenir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et surtout, ce que les constructeurs ne vous disent pas, c'est que ces hydrocarbures, ils sortent sous forme de gaz, pour lesquels les filtres n'ont aucun effet. Et à la sortie du pot d'échappement, quelques mètres après, ils vont pouvoir se recondenser en particules, surtout si la température est froide, donc l'hiver. Donc on va avoir une nouvelle formation de particules qui n'est pas prise en compte par les constructeurs parce qu'elle se forme après la sortie du pot. Ça, c'est le premier problème, c'est les particules. Le deuxième problème des diesels récents, ce sont les gaz et les oxydes d'azote. Je vous propose, puisque vous avez fait allusion, qu'on fasse un petit stop, si je puis dire, sur le Dieselgate, cet énorme scandale auquel ont été mêlés la plupart des constructeurs automobiles. Ils ont triché sur le degré des émissions, ça a été révélé il y a quelques années. Il y a eu quelques réactions des pouvoirs publics, on en reparle juste après. On fait le point avec Sébastien Avila. En 2015 éclate le scandale Volkswagen aux États-Unis. Le constructeur allemand admet avoir utilisé un logiciel truqué pour homologuer ses véhicules lors des tests anti-pollution. Il est alors contraint de payer 20 milliards de dollars d'amende et doit rembourser 500 000 véhicules. Get ready, the fun's about to begin. En France, les conséquences du Dieselgate ont été moins violentes. Avant de s'attaquer au diesel, Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, met en place une commission. Son but, mesurer en conditions réelles les émissions en dioxyde d'azote et en particules fines de 86 véhicules diesel. Et pour assurer l'indépendance de la commission, l'ONG France Nature Environnement a suivi ses travaux durant près de 6 mois. Ben là, vous avez une infographie qu'on a fait donc, suite aux résultats qui montre que certains véhicules émettent entre 10 et 12 fois les valeurs autorisées. Les émissions d'oxyde d'azote dépassent plus de 10 fois la limite d'homologation. Dans les 5 véhicules les plus polluants, Renault compte 4 de ces modèles. Je dirais qu'on a l'impression que certains constructeurs ont fait le minimum en termes économiques et techniques pour que les véhicules passent l'homologation sans se préoccuper le moins du monde de ce qu'émettaient ces véhicules lorsqu'ils sont dans la vie réelle, lorsqu'ils roulent. Depuis septembre 2017, l'homologation des nouveaux véhicules comporte des tests en conditions réelles, appelés RDE. Près de Rouen, au Certam, les ingénieurs travaillent sur ces nouveaux systèmes de mesure. Ils équipent un véhicule de test avec un véritable laboratoire portable pour mesurer les polluants. Il dure combien de temps là le cycle? Alors le cycle il dure 2 heures. C'est parti pour 2 heures. Alors. De la zone urbaine, des sections d'autoroute, le test RDE sert à vérifier si les systèmes de dépollution sont actifs sous toutes les conditions. On est en phase de réflexion sur un programme européen en ce moment afin de mieux cerner les émissions des nouveaux polluants. Les normes européennes sont actualisées en moyenne tous les 5 ans. Mais cette fois-ci, l'affaire Volkswagen a précipité les choses. La prochaine norme Euro 6D est prévue dans 3 ans. Aujourd'hui, on travaille énormément pour les constructeurs sur la dépollution des moteurs, encore et encore et encore, et on continue de le faire, on continuera de le faire pendant encore des années, puisqu'on brûlera de toute façon toujours des carburants liquides qui sont potentiellement émetteurs de polluants. Et dès l'année prochaine, le gouvernement fait évoluer le prix du carburant. D'ici à 2020, les taxes sur le diesel et l'essence seront égales. Le gouvernement fait donc machine arrière pour en finir avec l'incitation fiscale en faveur du diesel. Sur quoi est basée la fiscalité sur les carburants? Sur quoi elle est construite? Sur rien du tout. Ça a été... Industriels, associations de consommateurs et experts scientifiques ont été auditionnés par le Parlement. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est que le rattrapage de l'écart entre le diesel et l'essence... Pour Delphine Bateau, rapporteuse de cette commission sur l'offre automobile française, il est temps de réagir. Un constat clair, les ventes de véhicules diesel ont reculé de 20% en 4 ans. Une désaffection des consommateurs au diesel, en partie due à l'affaire Volkswagen.
quand les problèmes de santé publique sont occultés, qu'ils ne sont pas anticipés, eh bien, ça veut dire qu'on n'anticipe pas non plus leurs conséquences industrielles et que donc on n'a pas encouragé en fait la filière industrielle automobile française à se préparer à la décrue des ventes des véhicules diesel. C'est ça aussi l'effet pervers de cet aveuglement. Près de 20 millions de véhicules diesel circulent toujours en France. La ville de Paris souhaite sortir du diesel en 2024. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, prévoit la fin des moteurs thermiques en France pour 2040. Voilà donc pour le dossier des Dieselgate. On a parlé beaucoup de technique depuis tout à l'heure, Thomas Bourdrel. Vous, en tant que radiologue, qui percevez, qui mesurez tous les dégâts qui sont faits par la pollution et les carburants, ça vous met dans quel état d'esprit? Vous êtes en colère? Vous êtes écœuré? Quel était votre état d'esprit? Au départ, j'étais en colère, surtout de voir les patients venir et revenir, découvrir des cancers du poumon chez des non-fumeurs, découvrir le déni un petit peu des politiques et le décalage qu'il y avait un petit peu entre les nombreuses études scientifiques qui démontraient l'urgence de santé publique et vraiment l'absence de prise de conscience des pouvoirs publics. Déni des politiques. Alors il faut qu'on s'y arrête parce qu'il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, docteur, c'est que les pouvoirs publics depuis des années, par un système de bonus-malus, encouragent, mais de façon inouïe, les automobilistes à acheter des diesels. Il y a des milliers d'euros de différence à l'achat entre une voiture essence et une voiture diesel. On pousse finalement les automobilistes, on les pousse dans les bras du diesel. Ça doit vous rendre fou. C'est complètement incohérent. Et pas comme moi. Et ce qui est fou, c'est de voir que dans les années 80, il y avait seulement 8% du parc qui était diesel. Oui. Que le CNRS a fait un rapport dans les années 90 en disant déjà qu'il ne fallait pas encourager le diesel, qu'il y avait déjà trop de preuves qu'il était cancérigène. Que ce rapport n'a jamais été utilisé. Et qu'en 95, on a mis toutes les fiscalités pro-diesel et que maintenant, on se retrouve avec un parc à quasi 70% diesel. Alors, il y a une explication, c'est le CO2. C'est parce qu'on ne considérait que les méfaits du CO2 et pas des fameuses particules fines. Alors, il faut préciser il faut le dire que le CO2 n'est pas un gaz toxique pour l'homme, mais c'est un gaz à effet de serre. Voilà. C'est un gaz à effet de serre. On a utilisé que celui-là pour le bonus-malus. Et surtout, là, l'ONG Transport Environnement, qui fait office de référence actuellement, vient de démontrer que même ça, c'était un argument qui n'était plus valable, qu'un moteur essence, sur plusieurs années, émettra autant de CO2 qu'un moteur diesel. En plus de ça, un moteur diesel émet 6 fois plus de NOx qu'un moteur essence. Et les NOx, donc les oxydes d'azote, sont des précurseurs d'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il est même fort probable qu'en termes de réchauffement climatique, l'argument du diesel n'est également pas recevable. Mais encore aujourd'hui, sauf erreur, les pouvoirs publics privilégient le diesel. Oui, je pense que maintenant, il y a une espèce de conscience. Il y a aussi beaucoup de lobbying qui fait qu'il y a une désinformation. Ouais. On trouve dans beaucoup d'articles, on dit que les essences émettent des NOx et des particules fines. Mais un moteur essence émet 4 à 6 fois moins de NOx qu'un moteur diesel. Et surtout, même si les essences récentes émettent des particules fines, la composition de ces particules fines n'est pas la même qu'une particule diesel. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Et une particule diesel reste plus toxique en termes de composition qu'une particule essence. Il faudrait enseigner les particules à l'école. Hein. Alors justement, vous interpellez pour cette émission, comme c'est la règle, un parlementaire, en l'occurrence Jean-Luc Fugit, qui est élu La République En Marche, à qui vous demandez pourquoi ne pas sortir urgemment du diesel, c'est bien la question, en commençant par sortir rapidement du parc automobile tous les vieux véhicules diesel. Il vous répond. Il faut se rendre compte que si on regarde notre pays, nous avons environ 19 millions de véhicules diesel, 7 millions qui sont équipés d'un filtre à particules, ce qui réduit donc pas mal le nombre de particules qui sont émises, mais 12 millions qui ne sont pas équipés. Et il faut donc renouveler ce parc, sauf que le renouvellement du parc automobile, c'est une question économique importante et les Français n'ont pas tous les moyens de le faire, même s'il y a des aides aujourd'hui. Il y a des aides, notamment avec les choix qu'on vient de faire récemment, en offrant 1 000 € de primes supplémentaires, notamment pour donc le remplacement d'un véhicule, y compris par un véhicule d'occasion qui, lui, le véhicule d'occasion acheté, est immatriculé à une date donc ultérieure au 1er janvier 2011.
Thomas Bourdrel, les choses avancent. Il y a des maires, alors ça se passe à Paris, ça s'est passé à Strasbourg. Il y a quand même une prise de conscience sur le fait que le diesel doit être, surtout les vieux diesels, doivent être bannis au plus vite. Et même le gouvernement qui annonce en 2040 la fin des moteurs thermiques en France. Oui, ça avance, mais il faudrait qu'il y ait une gradation. Là, pour l'instant, on met sur le même pied diesel et essence, et ce n'est pas le même degré d'urgence. En 5 ans, on pourrait sortir déjà les vieux diesels, ceux qui sont à l'origine vraiment de l'essentiel de la pollution de l'air. Ça a été fait au Japon. Dans certaines grandes villes. Avec une politique quoi, d'aide pour acheter l'électrique, mais par contre, exemple, les subventions étaient bien supérieures à celles. Les subventions actuellement sont insuffisantes. Les caisses de l'État sont vides, docteur. Oui, mais en tout cas, à Tokyo, ils ont réussi. C'est pas votre sujet, c'est ce que je comprends. À Tokyo, ils ont réussi à passer de quelques années à moins de 0,3% du parc diesel. Les résultats sont hallucinants. C'est sorti dans la revue Épidémiologie. En 10 ans, le taux de particules fines à Tokyo a baissé de 44%. La mortalité respiratoire a diminué de 22% et la mortalité par maladie cardiaque de 12%. Aucun traitement actuellement ne serait capable de faire baisser la mortalité cardio-respiratoire en 10 ans. On n'a rien qui pourrait faire ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, des patients vont se retourner contre l'État pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics dans la réaction face à ces dangers? C'est le cas, il y a une action en cours, voilà, mais je pense qu'il va falloir plusieurs actions. Ce qui fait bouger les choses le plus rapidement, c'est ce qui se passe dans certaines villes, notamment en Allemagne, où des gens portent plainte contre la ville. Vous pensez que les villes vont aller plus vite que les États? Oui, et surtout moi ce qui me sidère et ce dont personne ne parle, c'est que dans une même ville, vous avez des inégalités en fonction de votre lieu d'habitation. Si vous habitez près d'un gros axe, du périphérique, vous pouvez respirer à Paris un air 3 fois plus pollué que quelqu'un qui habite à côté du jardin de Luxembourg. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Thomas Bourdrel, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro d'État de santé. À très bientôt. Au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.